Dans cette vidéo, je vais essayer de te résumer, selon moi, les 8 leçons ou les 8 fondements les plus importants à comprendre, maîtriser et à appréhender dans les finances personnelles pour t'aider, toujours pareil, à booster tes performances et éventuellement t'aider à atteindre à un moment donné le statut d'indépendance et de liberté financière. Donc la première leçon à retenir, c'est comprendre que acheter pour impressionner et pour frimer, ça sera toujours moins d'argent que tu seras capable de mettre de côté pour investir. Tu le sais, mais dans les finances personnelles, l'objectif, c'est de maximiser ta capacité d'épargne et in fine aussi ta capacité d'investissement. Parce que si tu n'es pas capable de mettre de l'argent de côté, tu ne seras pas capable d'investir et tu ne pourras jamais atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière. D'accord ? Donc il faut trouver un équilibre par rapport à tes objectifs, par rapport à ce que tu veux faire et puis par rapport à tes contraintes personnelles. Malheureusement aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que beaucoup de gens sont dans le paraître, veulent des fois et s'endettent et se mettent dans des positions très compliquées simplement pour projeter une certaine réussite ou un certain statut de réussite sociale. Ils vont s'endetter, acheter des voitures neuves à crédit et des grosses voitures qui sont bien trop chères par rapport à leur niveau de revenu pour montrer qu'ils ont réussi, qu'ils ont de l'argent, et des fois ça les met dans des positions vraiment très compliquées. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui l'objectif pour toi qui souhaite atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière sera de toujours garder un niveau de vie qui va être inférieur à tes revenus, que le paraître c'est pas important, et de te poser vraiment les bonnes questions. Est-ce que ce qui va être le plus important pour toi, ça sera de projeter une fausse vision de toi, un faux statut de réussite et de richesse à l'extérieur, quitte à te mettre dans des positions compliquées, ou alors éventuellement de faire profil bas, d'avoir un niveau de vie qui va être plus bas, d'adapter un niveau de vie de frugalisme, de minimaliste, etc. pour booster ton indépendance et ta liberté financière et éventuellement à un moment donné atteindre ces statuts-là, d'accord ? Et une fois que tu les as atteints, après, si tu augmentes tes revenus, tu pourras décider de te faire plaisir, et si après, toi, les voitures, c'est quelque chose qui te fait plaisir, tu pourras bien évidemment le faire. Mais là où il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui, c'est que soit quand on débute ou quand on commence à avoir un petit peu d'argent, tout de suite on a envie de se faire plaisir et donc on va acheter par exemple une grosse voiture et ça va nous ralentir dans notre progression financière. Ou alors on est souvent dans le paraître, on a envie de faire plaisir à des personnes qui de toute façon se foutent de nous, c'est que dans le paraître. Nous ça nous met dans des positions compliquées. En face ça va projeter quelque chose qui ne sera peut-être pas forcément une vision très positive de nous-mêmes. Donc voilà, pose-toi les bonnes questions et prends vraiment en considération que acheter aujourd'hui pour impressionner ou pour frimer, ça sera toujours de l'argent en moins que tu ne pourras pas utiliser pour investir et pour atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière. Deuxième leçon, c'est apprendre à vivre de manière frugale, comme je te l'ai évoqué tout à l'heure, avoir un niveau de vie plus bas, d'accord, et de garder plus bas que tes niveaux de revenus et garder cet élément-là en tête. Peu importe les niveaux de revenus que tu vas obtenir, d'accord ? Il faut toujours que tu arrives à avoir une capacité à mettre de l'argent de côté, une capacité à investir, quand bien même tu aurais à un moment donné des augmentations de revenus, d'accord ? Je ne te dis pas d'augmenter à un moment donné ton niveau de vie, mais le problème que beaucoup de gens ont quand ils commencent à augmenter, quand ils commencent à gagner un salaire plus conséquent, c'est qu'ils vont avoir une inflation de leur lifestyle, quoi. Ils vont commencer à se dire, voilà, moi au début j'ai galéré, j'avais 1500 € par mois, et puis quand j'ai commencé à avoir des primes, à prendre des responsabilités, j'ai galéré. Aujourd'hui, je suis à 3000 ou à 4000 € par mois. Bon, voilà, j'augmente mon lifestyle, j'achète une résidence principale qui coûte bien trop cher, j'achète une super grosse voiture, je commence à me marier, je commence à avoir des enfants. Et je te dis pas de faire tout ça, d'accord ? Simplement, fais attention à l'inflation de ton lifestyle. Garde toujours en tête cette capacité d'épargne, cette capacité d'investissement, de jauger toujours l'équilibre qu'il peut y avoir entre les deux, parce que on ne sait pas non plus ce qui peut se passer demain. Il ne faut pas non plus que tu vives comme un moine bouddhiste pendant 50 ans, d'accord ? Moi, j'ai accepté de vivre avec très peu d'argent pendant à peu près 5 ans pour booster mon indépendance et ma liberté financière. D'ailleurs, c'est un statut que j'ai atteint en moins de 5 ans en partant de zéro. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai entrepris dans mon job salarié, j'ai fait de l'intrapreneuriat pour booster, si tu veux, mes revenus là-dessus. En parallèle de mon job salarié, j'ai développé une entreprise, d'accord ? Donc, j'ai fait de l'entrepreneuriat en plus sur mon temps libre. Et en plus de ça, j'investissais principalement à l'époque dans le marché crypto. Ce qui fait que ça m'a permis d'énormément accélérer, mais je vivais, si tu veux, avec 600 € par mois. Quand bien même, je gagnais très bien ma vie avec mes investissements, je gagnais très bien ma vie avec mon entreprise qui commençait très bien à se développer, si tu veux, et également aussi j'avais un très bon revenu avec mon job salarié parce que j'étais commercial à l'époque et ça fonctionnait très très bien, tu vois. Donc j'ai accepté de vivre dans des conditions frugales, minimalistes et peut-être même poussées à l'extrême, ce que je ne te demande pas forcément de faire, et d'ailleurs tu es libre de faire clairement ce que tu veux, mais
j'ai décidé de faire ça parce que je m'étais fixé des objectifs qui étaient ambitieux. D'accord? Toi, après, peut-être que tes objectifs seront totalement différents. Mais pose-toi la question. Je pense que on nous fait croire aujourd'hui qu'on a besoin forcément de consommer, d'acheter forcément tout un tas de trucs pour se sentir heureux ou pour se sentir exister dans la communauté, hein, sauf que la réalité est totalement différente, que souvent d'être dans la consommation, bah, ça va peut-être pas forcément t'apporter le bonheur que tu recherches, ça peut même t'apporter du malheur, énormément de gestion aussi, d'accord. Acheter par exemple une super grosse voiture à crédit, tu pourras pas la garer où tu veux, si demain il y en a un qui va te rayer ton truc, ça va te poser des problèmes, alors que moi aujourd'hui, tu vois, j'ai clairement pas une jolie bagnole, je m'en fous, c'est clairement pas important pour moi, je peux la garer n'importe où, même si on me l'emboutit, je m'en fous, tu vois, c'est une poubelle presque ma bagnole, mais ça m'intéresse pas, tu vois ce que je veux dire. Et donc je veux pas me créer des nœuds à la tête pour quelque chose qui pour moi n'est pas important. Et souvent, je me rends compte que quand on commence à acheter beaucoup de choses, tu vois, ça, et des choses qui valent cher, bah souvent ça va te créer d'autres problèmes, d'accord. T'achètes une chemise demain, t'achètes une chemise, je sais pas, à 300 balles, à condition que tu as envie de faire ça, bien évidemment, mais t'achètes une chemise à 300 balles, t'auras peur de l'attacher. Tu vas te dire, ah punaise, là si je mange un truc, tac, s'il y a une tache dessus, peut-être que je pourrais pas l'enlever et tout, ça va te créer des nœuds au cerveau. Alors si t'achètes, je sais pas, un vêtement à 10 balles sur internet, bah demain si t'as une tache, tu t'en fous, si t'as coûté 10 balles, tu le changeras, tu vois. C'est des exemples pour te montrer que des fois, en achetant tout un tas de trucs, ça peut te créer des problèmes que tu n'avais peut-être pas forcément auparavant. Et je pense, encore une fois, que c'est faux de penser que pour se sentir exister, pour se sentir heureux, on est forcément obligé de passer par de la consommation, et des fois même de la consommation à outrance. On voit ce que ça a donné aujourd'hui au niveau de la planète, le réchauffement climatique et tout ce qui s'ensuit. Et je pense qu'il y a une vraie prise de conscience à avoir. Et moi, ça m'a énormément aidé, tu vois, d'adapter ces concepts de minimalisme, de frugalisme, pour la gestion des finances personnelles et pour atteindre le statut d'indépendance et liberté financière, ça m'a énormément aidé. Donc apprendre à vivre de manière frugale, je pense que ça peut être un super boost pour t'aider à aller beaucoup plus loin. Prendre toujours le réflexe de comparer les prix, c'est super important. Aujourd'hui, on a de la chance d'avoir de la concurrence un peu de partout. Si tu vas choisir un abonnement mobile, enfin un abonnement téléphone ou un abonnement internet, regarde les différents concurrents. Moi, en général, ce que je faisais, c'est que souvent, tu sais, pour internet, souvent la première année, c'est intéressant, puis la deuxième année, tu te prends une quenelle avec l'augmentation des prix. Ce que tu peux faire, c'est que la première année, tu restes chez quelqu'un, chez un fournisseur d'internet, et puis la seconde année, tu résilies le contrat et tu passes chez une seconde entreprise, ce qui va te permettre de garder toujours des prix intéressants. Ça demande un peu de gestion, mais fais vraiment marcher la concurrence, compare les prix, ça peut te permettre d'économiser pas mal d'argent. Souvent, en faisant marcher la concurrence, souvent ça tire quand même énormément les prix vers le bas. Je t'ai donné des exemples avec Internet, les forfaits de téléphone, mais c'est valable clairement de partout. Attention de ne pas choisir toujours le moins cher. Moi, ce que j'ai fait par exemple, c'est que typiquement pour la bouffe, je ne vais jamais vers le moins cher, d'accord. J'ai fait énormément attention pendant très longtemps à la manière dont j'utilisais, si tu veux, mon argent, parce que je voulais énormément investir, énormément épargner, mais j'ai jamais fait de compromis sur la qualité de la nourriture que j'achetais. J'ai jamais acheté, tu vois, de produits préparés, parce que souvent il y a de la merde dedans, ça coûte trop cher, et je fais très attention à mon capital santé, mais je pense que c'est important de regarder ce que font les concurrents pour trouver, on va dire, l'offre qui va te correspondre et qui vont pousser vers la direction dans laquelle tu souhaites te diriger dans les prochaines années, dans les prochains mois. Ensuite, une autre leçon super importante sur les finances personnelles, c'est apprendre à tenir un simple budget et prioriser ses dépenses. Et quand je dis prioriser ses dépenses, ça ne veut pas dire forcément uniquement se priver, d'accord ? Moi, quand je t'ai dit que pendant à peu près 5 ans, j'ai vécu avec 600 € par mois, toutes charges comprises, loyer, bouffe, électricité, loisirs, j'avais pas de divertissement, ou en tout cas le divertissement que je prenais, c'était des divertissements gratuit entre guillemets, tu vois, ça peut être sur YouTube, ça peut être aller me balader, c'était faire du sport, c'était aller voir des amis, peu importe, mais je n'utilisais pas de l'argent là-dessus parce que c'était pas prioritaire pour moi à ce moment-là. Et quand je te dis de prioriser tes dépenses, c'est te dire, voilà, si aujourd'hui tu as un budget qui est quand même assez ric-rac en termes de revenus, pose-toi la question, est-ce que tes abonnements à Netflix, est-ce que tes abonnements à Spotify, Deezer, est-ce que tu veux, est-ce qu'aujourd'hui c'est indispensable ? Et est-ce que tu pourrais pas faire autrement ? Est-ce que l'argent que tu utilises aujourd'hui vers ces entreprises, est-ce que ça serait pas mieux d'avoir cet argent-là qui soit dans ton épargne et éventuellement dans tes investissements pour booster tes performances et que tu puisses à un moment donné atteindre ton indépendance et ta liberté financière ? Mais c'est super important de tenir un budget parce que si tu
n'es pas capable de savoir aujourd'hui combien tu as d'argent qui rentre et combien tu as d'argent qui sort chaque mois, ça va être très compliqué. D'accord ? La politique de l'autruche, ça n'existe pas. Et si aujourd'hui tu n'es pas capable de gérer un budget de 1 500 € par mois, c'est pas la peine de penser à être capable de gérer à un moment donné un budget beaucoup plus conséquent à 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 ou peu importe les objectifs que tu t'es fixés. Donc ça, c'est super important. Ensuite, comprendre, je l'ai mis dans les finances personnelles, mais ça va quand même un petit peu plus loin, c'est comprendre que l'investissement doit être ennuyeux. Je l'ai mis là-dedans, l'investissement dans les finances personnelles, parce que pour moi, c'est lié. Tu fais pas de finances personnelles et tu regardes pas le contenu qu'il y a sur ma chaîne si de toute façon, tu n'as pas cette vision d'investissement. D'accord ? Donc pour moi, c'est tout lié. Si tu n'as pas une bonne finance personnelle, tu ne pourras pas investir. Et si tu fais les choses correctement, tu vas pouvoir booster tes performances et booster tes objectifs et tes résultats. Donc l'investissement pour moi il doit être ennuyeux, ça ne doit pas forcément t'exciter à chaque fois que tu allumes ton ordinateur. Et pourquoi je dis ça ? Parce que malheureusement, c'est ce qui fait arrêter énormément de gens, parce que quand on va parler de sujets tu vois, comme les crypto-monnaies, comme l'intelligence artificielle, des sujets qui ont le vent en poupe en ce moment, et quand je te parle de crypto, je ne parle pas en tant que boomer qui est là depuis 1 an qui dit « Ah, la crypto, c'est de la merde, d'accord hein ?» Moi, ça fait des années que j'investis en crypto, j'ai une chaîne qui parle que de crypto, qui a plus de 105 000 abonnés aujourd'hui. J'ai gagné beaucoup d'argent aussi grâce à la crypto. C'est un domaine que je connais très très bien. Je suis convaincu de l'avenir de la crypto, tout comme je suis convaincu de l'avenir de l'intelligence artificielle. Mais si je te dis ça, c'est pas pour te dire et faire le vieux boomer réfractaire qui va te dire voilà, faut pas investir parce que c'est risqué. D'accord, il y a des super opportunités d'investissement, mais souvent je me rends compte que quand tu vas être dans des classes d'actifs ou dans des sujets d'investissement qui peuvent éveiller en toi une certaine excitation, souvent ça va mettre en avant des biais cognitifs, des biais émotionnels particuliers, et c'est le meilleur cocktail pour faire des erreurs tout simplement dans tes investissements. En général, il y a plein d'études académiques qui montrent que les meilleures stratégies d'investissement, c'est souvent des stratégies qui demandent très peu de gestion et qui, en plus de ça, sont relativement ennuyeuses. Parce que des fois, pendant des longues périodes de temps, le marché, en fait, fait rien. Et si le marché fait rien et que toi, tu n'es pas excité pour prendre des décisions et des trucs, souvent, tu es beaucoup plus rationnel, tu es beaucoup plus pragmatique et tu es beaucoup plus à même de suivre, si tu veux, ta stratégie sur le long terme. Une autre leçon super intéressante sur l'investissement que je lis aussi aux finances personnelles, parce que comme à chaque fois, comme je te l'ai dit, il y a un lien important entre les deux, c'est que l'investissement, il doit être simple, géré par soi-même, et on ne doit faire confiance à personne. D'accord ? C'est comme les finances personnelles, tu ne vas pas laisser quelqu'un gérer l'argent pour toi sur tes dépenses et tout. Ton argent, tu as mis suffisamment de temps et d'énergie pour générer ce capital-là. Tu en as peut-être énormément bavé et galéré. Ça serait trop bête de le laisser gérer par un banquier qui de toute façon aura des objectifs qui seront complètement aux antipodes des tiens. D'accord ? Les banquiers, c'est des commerciaux, c'est ce que je t'explique depuis maintenant un très long moment sur cette chaîne YouTube. C'est pas des investisseurs, c'est pas des gens qui sont libres financièrement. Souvent, c'est des gens qui vont te proposer des produits ou des services dans lesquels eux, ils placeraient pas un copec parce qu'ils savent typiquement que c'est de la merde et que tu gagnes pas de l'argent grâce à ça. Souvent, ils vont avoir des frais de gestion qui sont super élevés, d'accord ? Même s'ils te disent 1 ou 2% de frais de gestion, c'est des frais de gestion qui sont super élevés. Tu peux t'amuser à regarder les intérêts composés sur 30 ans avec un capital de 10 000 € avec des frais de gestion de 2%. C'est des centaines de milliers d'euros que tu perds sur une période de 30 ans et juste avec un capital de 10 000 €. D'accord ? Si tu investis des sommes beaucoup plus importantes tous les mois, ça se démultiplie parce que les intérêts composés, c'est valable pour les performances de ton portefeuille, mais également aussi par rapport aux frais de gestion. Et comme je te l'évoque depuis un certain temps, les banquiers, c'est des commerciaux, ils ne sont pas rémunérés à la performance, ils sont rémunérés tout simplement à la commission. Donc, la meilleure personne qui sera capable de prendre les meilleures décisions d'investissement sur le long terme, c'est toi-même, c'est personne d'autre. Et c'est pour ça que je passe autant de temps et d'énergie et que je t'ai présenté énormément de contenu, que je vais continuer de le faire à travers mes différentes chaînes YouTube et principalement sur Éternel Étudiant, parce que c'est ce qui a fonctionné pour moi. Et je suis convaincu que si tu arrives à maîtriser le pilier de l'argent, tu seras capable de l'utiliser correctement et tu seras capable d'utiliser ce véhicule-là pour avoir une meilleure souveraineté monétaire, d'avoir plus de choix dans ta vie et éventuellement à un moment donné atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière. Tu ne peux pas reposer tes espérances d'atteindre ces objectifs-là si toi-même tu ne maîtrises pas ce que tu fais. Parce que tu ne sais jamais à qui tu vas avoir affaire. Et moi, ce que j'explique tout le temps sur cette chaîne YouTube, c'est que tu dois faire confiance à personne et même pas à moi-même, tu vois. Et pourtant, tu vois, je suis là à te faire des vidéos, à t'expliquer mon parcours, à te donner des vraies infos. Et tu peux te dire, a priori, ce mec-là, il en sait plus que moi. Et je pense que oui, j'ai quand même certaines connaissances sur le sujet, mais je peux me tromper. J'ai pas une parole d'évangile, j'ai pas la science infuse. J'ai également aussi des
biais cognitifs, des biais émotionnels, et surtout, je ne connais pas ta situation personnelle, d'accord? J'ai eu un parcours qui a été le mien, d'accord, qui a fonctionné pour moi. Il y a aussi une part de chance là-dedans, et il va falloir que tu crées le tien, d'accord? Et pour créer le tien, il va falloir que tu apprennes à gérer ton risque, que tu apprennes à gérer ton portefeuille, que tu arrives à te poser les bonnes questions. Tu n'as pas besoin d'avoir fait un bac+12, bac+15 pour gérer tout ça, d'accord? Mais ça demande de la formation, ça demande une vraie compréhension de ces sujets, d'accord? Et de passer du temps à faire ça. L'argent, c'est un sujet sérieux et il faut que tu arrives à maîtriser ça pour aller beaucoup plus loin. Une autre leçon super importante sur l'investissement et sur les finances personnelles, c'est de comprendre que l'investissement doit être obligatoirement sur le long terme si tu veux gagner de l'argent, jamais sur quelques années. Si tu dis je vais investir en bourse sur 3 ans, n'investis pas en bourse. Voilà. Il y a tellement plus de chances que tu perdes ton capital et pour moi, c'est que tu n'as pas compris l'intérêt d'investir sur les marchés financiers. D'accord. Aujourd'hui, l'écrasante majorité des études démontrent que sur une période supérieure à 20 ans, par exemple en bourse, tu as très peu de chances et très peu de probabilité d'avoir perdu de l'argent. D'accord, c'est ce que, historiquement parlant, les données nous remontent, même s'il n'y a aucune garantie et que les performances passées ne présagent rien des performances futures, ça nous donne quand même certaines indications. Donc pour moi, si tu investis, peu importe le véhicule que tu vas décider d'utiliser, si tu décides par exemple d'investir sur les marchés financiers, idéalement c'est sur une période supérieure à 20 ans. Sur les crypto-monnaies, on est d'accord que les cycles sont beaucoup plus volatiles et que tu ne vas pas décider d'investir sur 20 ans sur un pauvre altcoin du top 1000 de CoinMarketCap, d'accord? Il y aura on va dire une vision objective à avoir en fonction du véhicule d'investissement et de la poche d'investissement que tu vas décider d'utiliser pour atteindre tes objectifs personnels. Mais si là on parle principalement des marchés financiers, une période idéalement supérieure à 20 ans, c'est très bien. Ensuite, une autre leçon sur les finances personnelles et sur l'investissement, c'est de comprendre que le cash is king. C'est un adage qu'on retrouve très 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 généralement et qu'il ne faut pas avoir peur du cash. D'accord ? Moi, pendant longtemps, j'ai considéré, surtout quand je débutais, que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement, j'ai compris rapidement qu'il ne fallait pas garder des sommes trop importantes en cash parce que voilà, il y a l'inflation, tu te fais éroder ton pouvoir d'achat avec le temps. Ça, on a très bien compris. Tu en as une partie que tu vas mettre dans l'épargne de sécurité, un peu sur ton compte courant, mais rapidement, j'ai dit ok, il faut investir. Et même quitte à investir dans des conformations de marché qui n'étaient pas ultra opportuns pour placer son capital. Et ça a été le cas à un moment donné en crypto, où j'ai investi des fois dans des conformations de marché où j'aurais mieux fait en fait de garder du cash, et j'en avais plus suffisamment à un moment donné pour saisir des opportunités quand elles se sont présentées à moi. Donc il faut comprendre que avoir du cash, c'est pas forcément mauvais, d'accord ? Déjà le cash, ça peut prendre plein de formes différentes. L'idée, c'est d'avoir une liquidité suffisante pour sortir ce capital-là et saisir des opportunités quand elles sont présentes. Mais ce que j'explique depuis un certain temps sur la chaîne YouTube, c'est que le cash, tu vas devoir payer un coût, ce qu'on appelle un premium. Tu vas payer un premium, un coût pour détenir ce cash, et ce premium, en fait, ça va être le coût de l'inflation, l'érodage de ton pouvoir d'achat au fur et à mesure du temps avec l'inflation que tu vas subir, tout simplement. Mais ça, tu seras capable de le payer, ce premium, pour pouvoir saisir des opportunités si jamais ces dernières se présentent. Et si tu regardes un petit peu la gestion des meilleurs investisseurs du monde, que ce soit Warren Buffett, Ray Dalio, etc., il y a eu des fois ces personnes-là qui gèrent des milliards, d'accord, qui des fois sont restées avec des dizaines et des dizaines de milliards en cash en attendant des opportunités. Et des fois même pendant des mois, voire des années, d'accord ? Parce que des fois, il ne se passe rien. Donc c'est OK. Je ne te dis pas de garder du cash pendant 25 ans, d'accord ? Les plus gros perdants depuis la crise des subprimes en 2008, c'est ceux qui sont restés en cash, d'accord ? Et qui disaient c'est la fin, les banques vont s'effondrer, c'est la fin de l'économie, etc., etc. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a eu un bull run qui est énorme parce qu'il y a eu une baisse énorme des taux d'intérêt. Tu sais que les politiques des banques centrales ont un impact énorme sur l'évolution de l'économie et puis sur les performances aussi de tes investissements, principalement sur les marchés financiers, d'accord, mais également aussi sur les cryptos. Et ce qu'on remarque, c'est que depuis la crise de 2008, typiquement, on a eu un bull run monstrueux sur les marchés financiers, également aussi sur le marché des cryptos. Et donc, les plus gros perdants, c'est ceux qui sont restés en cash pendant toutes ces périodes-là. Parce que ils ont attendu les meilleures opportunités et que donc, non seulement ils n'ont pas eu de performance parce qu'ils n'ont pas investi, mais en plus de ça, ils se sont fait dévaluer leur pouvoir d'achat avec l'inflation. Donc, avoir du cash, oui, c'est super important. Il ne faut pas que tu aies peur d'en avoir. Ça peut te permettre de saisir des opportunités
et prends en compte que l'objectif, c'est pas de les garder sur 20 ans, 25 ans, d'accord, ce cash-là, c'est bien évidemment de l'investir, mais tu n'es pas obligé de tout investir immédiatement. Des fois, il n'y a peut-être pas forcément d'opportunité et c'est pas grave d'attendre quelques semaines, quelques mois, voire quelques années avant de trouver éventuellement un scénario dans lequel tu es prêt à investir beaucoup d'argent. Ensuite, dans la dernière leçon, ce qu'il faut vraiment que tu comprennes, c'est que l'argent, c'est une énergie, d'accord? C'est pas bien, c'est pas mal, c'est un démultiplicateur, c'est un outil. Ça peut te permettre de créer des super choses comme un marteau, ça peut t'aider à créer une maison, mais tu peux aussi t'en servir pour tuer quelqu'un en lui foutant un coup derrière le crâne, d'accord? Et que pour moi, l'argent, c'est un outil que j'ai vu rapidement comme un accélérateur pour atteindre, si tu veux, le statut d'indépendance et de liberté financière, parce que qu'on soit pour ou contre le système dans lequel on est aujourd'hui, il est tel qu'il est, d'accord, que les règles du jeu, elles sont ce qu'elles sont, et que si tu veux atteindre le statut d'indépendance ou de liberté financière, il faut que tu apprennes à maîtriser le pilier de l'argent. Et que pour moi, l'argent, c'est un moyen pour acheter, si tu veux, la liberté dont tu auras besoin, la liberté pour toi et celle de tes proches, et surtout pour te permettre d'avoir plus de temps, d'accord? Plus de temps pour toi, plus de liberté, plus de choix. Moi, c'est comme ça que j'ai vu, si tu veux, le concept de l'argent, et c'est pour ça que j'ai voulu atteindre le statut de liberté financière. Ce que j'ai réussi à faire en moins de 5 ans en partant de zéro, ça m'a demandé énormément d'efforts, mais cette vision-là, si tu veux, je l'ai toujours gardée. Et quand bien même aujourd'hui j'aurais la possibilité de décupler, peut-être même de x10 les revenus que je développe mensuellement ou annuellement, peu importe, aujourd'hui j'ai un niveau de vie qui me convient parfaitement, je pourrais décider de gagner encore plus d'argent, mais souvent tu verras que ça se fera au détriment de quelque chose. Souvent tu vas devoir trouver un équilibre entre l'argent que tu seras capable de générer, le stress que ça va te générer aussi, parce que l'argent ça résout pas tous les problèmes, ça va même t'en créer d'autres après, d'accord? Gérer un portefeuille à 3 millions, c'est pas la même chose que de gérer un portefeuille à 3000 euros, donc ça c'est super important de le comprendre, et tu vas avoir un équilibre entre l'argent que tu vas pouvoir générer, le temps que tu vas avoir de disponible et le stress que ça va te générer toutes ces activités, d'accord? Et l'objectif, moi en tout cas mon objectif personnel, c'était de maximiser les retours d'argent tout en ayant toujours un stress qui soit le plus bas possible, même s'il ne sera jamais de zéro, ça sera faux de dire qu'il sera totalement de zéro, et d'avoir aussi un maximum de temps de disponible pour faire ce que j'ai envie de faire, d'accord? Et tu auras toujours un équilibre là-dessus. Et il y a des gens qui, malheureusement, dans leur parcours, se perdent un peu. C'est-à-dire qu'ils ont compris cet adage-là au début, mais après, quand ils évoluent, ils se disent, voilà, j'en veux plus, jusqu'au moment où, en fait, ils se perdent en cours de route et ils se créent une deuxième prison dorée, si on peut dire ça comme ça, tu vois. Ils se disent, voilà, au départ, leur objectif, c'est d'avoir, 5 000 ou 6 000 euros par mois. Ils commencent à les atteindre, et puis après, ils veulent 60 000, après, ils veulent 600 000, après, ils veulent 6 millions par mois ou par an. De toute façon, ils n'auront pas suffisamment de temps pour pouvoir acheter et dépenser tout leur argent, et puis après, ils perdent peut-être ce qui était important pour eux au départ. Et je dis pas que tes objectifs ils peuvent pas changer en cours de route, d'accord, mais pose-toi les bonnes questions, d'accord. Avoir de l'argent juste pour de l'argent, je trouve ça quand même assez triste. Je pense que c'est un moyen énorme pour pouvoir contribuer, aider des gens, peut-être financer des assos, te lancer dans un projet que tu as mis de côté pendant des années, protéger ta famille, avoir plus de choix, plus de liberté. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Par contre, attention à ce que ça ne se retourne pas forcément contre toi et que tu sois après victime finalement des décisions que tu aurais prises précédemment. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si maintenant tu veux aller plus loin sur le concept d'indépendance et de liberté financière, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurais mis dans la description de la vidéo. Pour ça, tu cliques dans le lien que je t'aurais mis, tu rentres ton adresse mail et tu verras après, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.